Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. Si comme moi, dans votre routine quotidienne, vous lisez dès le matin, au réveil, les mots de Philosophie sexy de Marie Robert, vous allez adorer cet épisode. Si vous adorez la philosophie, si vous aimez réfléchir, vous allez aussi adorer cet épisode. Si vous avez besoin de réconfort, d'amour, de comprendre comment trouver ce réconfort, vous allez adorer cet épisode. Marie, c'est une personne que j'ai reçue plusieurs fois sur le podcast, je sais même plus le nombre de fois, peut-être 3, peut-être 4, qui a sorti un ouvrage qui s'appelle Le miracle du réconfort et qui explore comment trouver du réconfort dans nos vies, à travers la beauté, à travers pas mal de choses qu'on va couvrir ensemble avec Marie. C'est un épisode un peu court parce que tout simplement, on a tellement discuté quand elle est arrivée chez moi que finalement, on n'avait plus beaucoup de temps pour enregistrer. Je m'excuse par avance parce que vous allez voir que cette conversation est passionnante. Je vous laisse l'écouter. Allez, Jean, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Bonjour Marie. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va pas mal. Pas assez dormi, justement. Mais on parlait de sommeil juste avant. Pourquoi tu écris un livre sur le réconfort maintenant ? Est-ce que tu penses que c'est en ce moment le plus important ? Alors écoute, je crois que le réconfort a toujours été une urgence, au sens où je crois qu'il y a une chose qui nous caractérise, c'est qu'on a tous et toutes un chagrin à raconter. Un des fils conducteurs de notre humanité, quelles que soient les époques, c'est qu'on a un chagrin disponible, un chagrin à l'intérieur de nous. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'hiérarchiser, bien entendu. Il y a des chagrins minuscules et des chagrins immenses. Toujours est-il que c'est présent. Malgré tout, j'ai eu la sensation, quand j'ai commencé à réfléchir au sujet, que la période que nous traversons, notamment suite à la crise sanitaire, vraiment depuis le Covid, Bien sûr. Il y a eu une espèce d'accélération, en tout cas de ce sentiment que de toutes parts, où qu'on regarde, ça se fragmente, ça se fracture, c'est difficile. Et donc au quotidien, j'avais l'impression de rencontrer, tu vois, des gens d'univers extrêmement différents qui tous me disaient « Oh, qu'est-ce que c'est dur !» Et c'est de cette façon-là que le sujet du réconfort s'est imposé, sachant que j'ai commencé à écrire le lendemain du 7 octobre, donc le lendemain. Oh, ok. Voilà. C'était volontaire ou non ? Écoute, c'est un concours de circonstances, mais D'accord. disons que l'élan a été vraiment à partir du 8 octobre et que j'ai terminé mon manuscrit le lendemain des élections en France. Donc je crois que j'avais moi-même besoin de réconfort. Donc le sujet s'est vraiment imposé de cette façon-là. Est-ce que tu penses que cette société hyper individualiste dans laquelle on évolue, elle renforce ce besoin de réconfort ? C'est-à-dire que chacun est livré à soi-même, parfois dans le mensonge, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on est responsable de tout, et donc ça fait une charge mentale qui est extrêmement forte, et en général, on ne peut pas vraiment tout faire nous-mêmes. Est-ce que tu penses que cette société individualiste, elle a un impact sur ce besoin de réconfort ? Oui, et je pense qu'il y a deux choses. Non seulement la société individualiste, où comme tu le décris très bien, tu te sens presque démunie en fait, face à qu'est-ce que je vais faire, que dois-je faire, où est-ce que je dois aller, est-ce que moi j'ai les ressources, est-ce que j'ai les réserves ? Donc c'est aussi pour ça, parce que le réconfort, c'est se remettre en action. C'est pas juste rester encore plus individualiste sous son plaid avec son thé chaud, on peut tout à fait le faire, mais quand même l'idée du réconfort, c'est retrouver le courage d'agir. Donc il y a effectivement ce côté je suis paralysée, parce que je sais pas par où commencer. Et il y a un autre aspect, je crois, qui renforce cette idée un peu d'anxiété généralisée, c'est la digitalisation. Parce que quand tu vois à distance, quand toute la journée, tu es abreuvé de nouvelles catastrophiques, ce qui est le cas quand même d'une grosse partie d'entre nous, à part ceux peut-être qui coupent les notifications, qui décident de vivre complètement en dehors du monde. Mais sinon, tu reçois vraiment cette anxiété. Et la digitalisation fait que tu t'en sens distancié. Enfin, t'es pas distancié, tu l'as vraiment sur toi, tu l'aperçois de plein fouet, mais tu sais pas ce que tu as à faire. Quand il t'arrive un problème dans la vraie vie, si là, je sais pas s'il se passe pendant cet enregistrement une catastrophe, bon bah toi et moi, on va se dire, allez tiens, bah Greg, viens, on agit, attrape cette météorite qui vient de nous tomber dessus. Alors, peut-être pas la météorite. Hein. Bon, n'attrapez pas de météorite à main nue. Toujours est-il qu'on va immédiatement se retrouver dans une situation d'action. Dans le digital, c'est très dur. Quand on voit des conflits, on ne sait pas par où passer. Donc, il y avait individualisme plus digitalisation.
c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulièrement paralysant qui n'engage pas à l'action et qui engage à rester immobile et encore plus démuni et encore plus découragé. Ça est sans doute quelque chose que les gens savent mais sans trop le savoir, qui est que les algorithmes des réseaux sociaux, évidemment Instagram, Facebook, sont entraînés à privilégier les contenus très segmentants, très binaires. Donc ça génère beaucoup plus de peur. On sait que TikTok, donc, qui est une entreprise chinoise, utilise aussi cet algorithme pour faire de l'ingérence dans les pays occidentaux. Ça veut dire tout simplement qu'ils font en sorte que ça crée du chaos dans les pays occidentaux. Donc en fait, il y a vraiment une volonté de créer ce chaos et en fait de créer cette peur. Donc en fait, quand on passe du temps, ce que tu disais sur le digital, non seulement on ne sait pas par quelle boule prendre, non seulement ça nous enferme dans des bulles de gens qui sont d'accord avec nous, donc ça renforce nos biais de confirmation, et en plus, c'est fait pour... Il n'y a pas de place pour les contenus nuancés. Tu vois, Vlan, typiquement, contenu nuancé, il y a moins de place. C'est pas sexy pour un algorithme de réseau social. Oui, alors que précisément, et tu vois, c'est ce que je veux aussi développer avec cette idée du réconfort, c'est que c'est un appel, le réconfort, à retrouver le courage de l'action. Et comment on retrouve le courage de l'action ? En prenant le temps d'analyser, de réfléchir, de mettre à distance, d'une prise de recul. C'est-à-dire, on a l'impression que l'action, c'est l'immédiateté. Alors même que l'action, quand elle est juste, c'est l'action qui est pensée, dans laquelle on a mis de la conscience. Et pour avoir une action juste et pensée, pour qu'on ait l'impression de se dire « Ah tiens, c'est vraiment ça que je dois faire », bien sûr que, comme tu le dis, il faut avoir du temps. Une des notions que j'aborde beaucoup dans le livre, parce que j'ai réuni 9 notions qui pour moi sont des notions du réconfort, une des notions où j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler, mais elle renvoie toutes, il y a un fil conducteur, c'est celle de l'émerveillement. Et l'émerveillement, on a l'impression d'un truc un peu naïf, tu vois. Alors que l'émerveillement, c'est aussi l'éloge du temps non structuré. C'est-à-dire, je peux m'émerveiller sur quelque chose, que ce soit quelqu'un, que ce soit un objet, que ce soit un paysage, que ce soit une lecture, parce que j'ai du temps pour le faire. Et je ne suis pas juste submergée. Donc, je sais bien que l'algorithme n'aime pas, mais moi, je me méfie de juste, bam, cet impact, quoi. Le truc un peu grandiloquent ou un peu très fort que tu reçois et qui, au fond... t'ôte une des choses qu'on a de plus précieuses, c'est-à-dire notre capacité à raisonner avec conscience, silence et précision. Ça fait penser à ce terme l'otium, ouais. Dont j'ai parlé sur ce podcast, dont j'ai reçu quelqu'un génial, qui est incroyable. Et c'est précisément ça, ce temps pour penser, philosopher, prendre du recul, etc. D'ailleurs, tu dis que c'est une invitation à lever la tête. Et j'ai trouvé ça assez joli parce qu'effectivement, on est tous et toutes en train de courir dans nos trous de hamster, on lève pas la tête. Et ça aussi, c'est un problème par rapport à notre, enfin, en tout cas pour notre, enfin, qui génère de l'inconfort, on va dire. Qui génère de l'inconfort et qui surtout, et tu sais, on le voit, alors tu dis, j'employais l'expression lever la tête parce que tu t'en rends bien compte quand on est dans la rue ou quand on est dans le métro et c'est pas tant un jugement qu'un constat. Les gens ont souvent le cou, d'ailleurs je crois que j'ai entendu un ostéo qui dit qu'il y a plein de problèmes posturales du coup liés au fait d'avoir le cou penché vers le téléphone, mais c'est aussi la rencontre de l'autre parce que lever la tête c'est cette possibilité de s'émerveiller face à des choses, mais c'est aussi la possibilité de croiser le regard de quelqu'un. Et quand on croise le regard de quelqu'un, c'est là où se passe précisément cette rencontre de visage contre visage, en fait. De se dire, tiens, qui est l'autre ? Qui est-il ? Comment je vais entrer en relation avec lui ? Tiens, il a l'air heureux, il a l'air triste, il a l'air de se questionner. Enfin, tu vois, il y a cette rencontre. Et là aussi, cette rencontre, elle te remet dans un truc qui te sort de l'individualisme, précisément. Puisque au lieu d'être dans ta grotte ou nicher le cou vers ton téléphone, je regarde autrui et je me questionne sur lui. Et donc, j'ai peut-être envie de rentrer en lien. Comment tu fais pour, dans une société aussi anxiogène, prendre soin de toi ? Je suis une malade du temps, de la gestion du temps. Prendre soin de moi, pour moi, j'ai vraiment essayé d'identifier, quels étaient les moments qui étaient nécessaires
avec parfois, alors ça peut paraître presque rigide, mais je crois que c'est un parti pris à avoir pour être disponible aux autres, justement. Donc moi, je sais que je me lève très tôt, depuis toujours, c'est mon rythme, hein, c'est mon métabolisme, que j'ai besoin de ces heures de silence du matin, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour écrire. J'ai, à partir du moment où j'ai eu mon fils, vraiment organisé mon emploi du temps en me disant je ne veux pas me sentir écartelée. Donc en décidant de travailler de 10h à 16h pour être là avec lui à 16h. Je sors très peu le soir parce que j'ai envie de le coucher. Et ça participait vraiment à me dire est-ce que là c'est cohérent ? Et je crois que c'est ça, cette quête de prendre soin de soi. C'est pas une question de faire tel ou tel truc parce qu'on a entendu telle méthode. Voilà, si t'as pas du tout envie de te lever à 5h du mat, je pense que c'est une très mauvaise idée d'envisager 5h du mat. C'est se poser la question qui est presque une question philosophique de manière de vivre. Qu'est-ce qui compte pour moi dans cette période de ma vie ? Alors peut-être que ça évoluera. Ouais, ce qu'on appelle l'harmonie, ça peut bouger. Complètement, ça peut bouger. C'est la différence justement entre une idée, l'harmonie, est juste de gérer des tâches de couleurs différentes en fonction des moments de notre vie. Et pour moi, prendre soin de moi, c'était prendre soin de mon temps. Ne pas sentir justement écartelé. Alors, ça demande de trancher parfois dans le réel, de faire véritablement des choix, des concessions parfois assez fortes, qui peuvent générer quelques vertiges parce que tu as peur financièrement, parce que tu as peur de dire non, parce que tu as peur de louper des trucs trop cool, c'est sans doute le cas, mais qui te permettent de rester ancré et cohérent avec toi-même. Est-ce que tu prends le temps de faire des siestes en te levant à 5h ? J'ai la chance de me coucher très tôt. Et alors, ce que tu dis, c'est valable pour toi parce que t'es indépendante. Tu as quand même des écoles, voilà, tu fais quand même beaucoup de choses. Pour une personne qui est salariée, classiquement, et qui fait du 9h-20h, n'importe quoi. Du 9h-18h, 9h-17h. Comment tu gères ? Mais en fait, ce que tu dis, c'est que c'est un peu personnalisé d'une certaine manière. Ça n'a pas besoin d'être se protéger son temps. Il me semble que c'est indispensable de protéger son temps, mais... Oui, parce que je crois que ça va au-delà d'une question de rythme, parce que tu vois, tu peux être salarié de 9h à 18h. La question, c'est qu'est-ce que tu fais le reste du temps ? Alors, il y a protéger son temps dans tes heures de travail, c'est-à-dire dans quelle mesure, en fait, tu peux dire non à un déjeuner, parce que tu as envie d'avoir juste un moment de silence. Qu'est-ce que ça implique de dire non, tu vois ? Donc bien sûr qu'il faut toujours trancher. C'est pas quelque chose c'est quelque chose à arbitrer. Est-ce que le fait de se dire tiens, je vais aller déjeuner à la cantine, ça va t'apporter plus de plaisir ou plus d'inconfort ? Donc il y a déjà au sein de cette plage horaire. Ensuite, il y a quand même l'idée aussi d'encourager les entreprises, et moi les entreprises dans lesquelles j'interviens, j'encourage beaucoup de favoriser du deep work, tu vois, du temps de travail qui est vraiment du temps de travail. C'est-à-dire sans sollicitation, est-ce qu'il y a des plages dans la semaine où on accède à ça ? Et est-ce qu'on peut le favoriser ? Et ensuite, il y a qu'est-ce que je fais de mes matins et qu'est-ce que je fais de mes soirées ? On a beaucoup caricaturé, et je comprends très bien, les méthodes genre Miracle Morning, tu vois, genre tout se joue à 5h du matin. C'est pas du tout ça. Mais c'est comment, parfois, on a soi-même des habitudes qui, en fait, nous correspondent pas. Et qui, en fait, font qu'on commence des matinées complètement dans le jus, en étant dans un état d'urgence. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être ajuster un peu ces temps-là ? Et pareil, il y a une pression sociale au dîner, tu vois, aux sorties, aux mondanités, à certaines... Alors, il y a des gens qui adorent, et encore une fois, tant mieux si ça apporte du positif, mais il y a plein de gens qui te disent « je suis claqué, j'en peux plus ». Oui, mais alors, dans ce cas, est-ce que vraiment c'est une nécessité et une volonté ? Comment je peux réduire certains de mes transports ? Comment je peux oser aussi dire à mon employeur comment on prend la parole sur ça ? Alors, c'est pas toujours évident. Il y a une réalité, évidemment, de contraintes économiques qui fait qu'on n'a pas toujours le choix. Mais je crois que plus on y réfléchit sur nos temps personnels, plus ça a un impact aussi sur nos temps professionnels. Et plus de gens parleront de ce sujet, plus ça deviendra un sujet de société qu'il est important de gérer. Qu'est-ce qui, pour toi, est essentiel dans la vie ? Après toutes tes réflexions, tu vois, vraiment les 3-4... L'amour. Ouais, l'amour, c'est rien. Non, tu sais, dans toutes les notions, je réfléchissais. Dans ces notions du réconfort, quand je les ai composées, je me suis dit, bien sûr, c'est subjectif. J'avais juste envie d'utiliser, de mettre en place, en fait, de proposer 9 notions qui sont à la fois des notions qui touchent à l'individuel, comme l'émerveillement, comme la beauté, qui sont des élans, individuels, à la fois des notions plus collectives, comme l'engagement, comme le rire, parce que bien souvent, on rit quand même un peu plus avec les autres que tout seul, quoique ça dépend des individus. Donc, voilà, de se balader, comme l'audace,
qui est plus individuel, tu vois, de se balader à travers ces notions. Et en les compilant, je me suis dit, évidemment que j'ai envie de terminer par un dernier chapitre qui paraît à la fois évident et qui pour moi en même temps était le plus complexe. C'est l'amour. Qu'est-ce qui nous réconforte le plus ? Fondamentalement, c'est d'aimer, alors pas seulement dans un lien avec un partenaire, d'aimer ses proches, d'aimer son métier, d'aimer les choses autour de nous, d'aimer ce monde. Parce que j'ai quand même la conviction qu'au crépuscule de tout, la seule chose dont on se souviendra, et ce qui renvoie d'ailleurs à la discussion qu'on vient d'avoir sur le temps, la seule chose dont on se souviendra, c'est les moments passés avec les gens, ou du moins les moments passés à faire des choses qu'on aime avec les gens qu'on aime. Il y a vraiment... moi, il y a longtemps, j'ai travaillé sur les soins palliatifs, dans les cellules de soins palliatifs, qui étonnamment sont des lieux assez vivants, contrairement à ce qu'on peut croire, des lieux où il y a une espèce d'évidence de vie. Les gens ne te racontent que ça, que des instants partagés avec ceux qu'ils aiment. Donc bien sûr que ce qui te donne le plus de force, je crois, c'est en avoir, sans que ce soit morbide, mais en avoir cette grande conviction de se dire, tiens, attends, parce que là, vraiment, ça vaut le coup. Non, mais très bien. Ouais. Ton premier chapitre, il est sur la beauté. Ouais. Pourquoi tu commences par la beauté ? Parce que j'avais envie, en fait, de commencer aussi bien, tu vois, de terminer sur l'amour avec cette espèce d'évidence, aussi bien de commencer par quelque chose peut-être d'universellement réconfortant. Et je crois que la beauté a quelque chose d'universellement réconfortant parce que quel que soit notre âge, quelle que soit notre culture, quel que soit l'horizon dans lequel on se trouve, et même dans des lieux arides, il y a quand même toujours cette possibilité de voir quelque chose de beau. Et c'est ça que je trouvais fascinant dans la beauté. Alors au-delà du fait que c'est une vraie notion philosophique, donc en plus ça s'explique, je parle de Kant, de l'empathie esthétique, enfin de tout un tas de notions philosophiques, anthropologiques, mais il y a aussi cette idée de vraiment voir la beauté partout. Je raconte au début du livre cette petite fille dans un atelier philo, quand je lui demande il y a quelque chose de beau et qui me sort un vieux trombone et qui le regarde avec fascination comme si c'était un des trucs les plus beaux qu'elle ait vus. Je trouve que ça donne un courage inouï que d'avoir la possibilité de se dire tiens, là, concentrons-nous un instant. Est-ce que j'arrive à voir autour de moi quelque chose de beau ? C'est immédiatement, une espèce de réconfort immédiat. Donc j'avais envie d'inaugurer ce livre en disant trouvons un réconfort immédiat. Tu prends un exemple de ce qu'a fait le musée du Louvre justement avec tu parlais des hôpitaux en soins palliatifs et ce qu'ils ont fait avec les hôpitaux. C'est hyper intéressant parce que ça questionne énormément le rôle du beau d'une certaine manière. Oui, je donne l'exemple donc d'une initiative du Louvre où en fait on a proposé dans certains hôpitaux de mettre des copies de chefs-d'œuvre exposés au Louvre et donc d'en mettre des copies dans soit les chambres des patients, soit dans les couloirs, dans les allées. Et les résultats sont juste bouleversants de voir à quel point le beau soigne en fait. Donne une autre perspective, emmène dans un ailleurs, renvoie à tiens, je suis capable de voir quelque chose de beau, je suis capable de percevoir ce jugement de tiens, c'est beau. Que se passe-t-il quand je dis tiens, c'est beau ? Bien, je suis déjà en train de me soigner, je suis déjà en train de me faire du bien. Parce qu'il y a un espèce d'apaisement de ma raison et de mes émotions au moment où je le formule. Et du coup, on se rend bien compte que dans tous les lieux d'aridité et de difficulté, alors dans les hôpitaux, il se passe des choses aussi merveilleuses parce que c'est aussi un lieu de soins et parfois de retour à la vie. Toujours est-il que c'est des lieux qui contiennent de la douleur, qui contiennent de l'aridité, de la difficulté. Avoir ces touches de beau sont vraiment c'est vraiment des oasis qui permettent de se raccrocher à quelque chose qui est loin d'être superficiel. Ça pourrait paraître complètement superficiel de mettre un Renoir dans une chambre d'hôpital et pourtant, tu vois tous les témoignages de patients, non, au contraire, c'est ce lien à la vie, en fait. Tu dirais que le beau, c'est social ou est-ce que ça s'apprend ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on a de manière innée, d'une certaine manière ? Alors, c'est une double réponse, c'est les deux. On se rend bien compte qu'on l'a de manière innée, c'est-à-dire qu'en fait, si on a la possibilité... Le trombone. Si on a la possibilité de se poser la question, le trombone, tu vois, et pour fréquenter pas mal d'enfants, les enfants ont cette capacité à trouver des choses belles d'une manière assez singulière. Mon fils est fasciné par les feuilles dans le caniveau, tu vois, il trouve ça hyper beau, il peut s'arrêter pendant des heures à regarder et dire « c'est beau, c'est beau ». Donc c'est étonnant. Donc bien sûr qu'il y a cette possibilité innée, mais encore faut-il avoir l'espace
pour le formuler. Les 2 exemples que je te cite, c'est parce que cette petite fille, c'est dans le cadre d'un espace où je leur ai dit, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose de beau ? Donc, c'est déjà pas donné à tout le monde, tu vois. Il y a des enfants qui n'ont pas cette possibilité d'exprimer ça. Mon fils, c'est parce qu'il est dans une vie où on a la possibilité de s'arrêter pendant 10 minutes et de regarder ça. Donc, oui, c'est inné, mais comment on laisse l'espace pour le formuler. Et la deuxième chose, c'est comment on va soumettre en fait justement du beau. Pourquoi c'est important les initiatives où on emmène des classes dans des musées, dans de la nature, où on donne, tu vois, la possibilité. Alors peut-être qu'ils trouveront pas ça beau, il faut l'accepter, mais encore une fois, on crée la possibilité du beau. Donc c'est ça qui s'éduque. C'est est-ce que, et même nous adultes, parce que là je parle des enfants, mais est-ce que nous dans notre vie, on laisse à cette place pour le beau ? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que le beau ? Et il y a un podcast d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que le beau ? C'est quoi le beau, je crois de mémoire. Tu parles c'est des Indiens Navajos, je me trompe pas trop. Ouais, tout à fait. C'est quoi pour eux une vie de beauté ? C'est une vie d'harmonie en fait. Une vie de beauté. Alors, j'en parle parce qu'ils utilisent beaucoup des techniques picturales et du chant. Mais alors, c'est étonnant parce que ça rentre vraiment dans un système thérapeutique. Donc, quand quelqu'un est malade, c'est parce qu'il y a une disharmonie dans son corps. Ce sont des principes qu'on retrouve d'ailleurs dans de la médecine, comme de la médecine chinoise ou dans d'autres approches thérapeutiques. Donc, il y a une disharmonie. Et pour retrouver l'harmonie, il y a tout un soin qui fait intervenir le beau. Donc à travers des chants et à travers des techniques picturales, on met le malade vraiment au milieu, on met la personne souffrante. Alors évidemment, nous, on ferait ce type de soins, ça fonctionnerait pas parce qu'on n'est pas dans une société où on soigne de cette façon-là, donc on n'a pas les mêmes éléments symboliques, donc ça, sans doute que ça aurait moins d'impact. Néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est de dire comment le beau ramène de l'harmonie dans notre corps et dans notre âme. Tu vois, comment... Et en fait, on y répond en évoquant tout ce qu'on vient de se dire, bien sûr. En remettant du temps, en remettant un moment de réconciliation. Ce que j'aime beaucoup dans l'idée du beau et que je développe beaucoup dans le chapitre. Et ce que je disais, c'est la réconciliation de la raison et des émotions. Donc, comment on accède à cette idée-là ? Tu as parlé tout à l'heure de l'audace. Et tu dis dans ton livre que tu n'aimes pas l'audace, et en même temps, moi j'ai l'impression que ta posture sur Instagram, elle est audacieuse de vouloir poster tous les jours de la philosophie. Il y a une forme d'audace de faire ça, je veux dire, a priori, tu peux pas, enfin, je sais même pas, je connais pas exactement d'ailleurs l'histoire quand tu as commencé, mais c'était quand même osé de vouloir faire ça, d'une certaine manière, à l'origine. En tout cas, ce qui était peut-être osé, c'est une forme d'insolence de dire je vais poster des photos en noir et blanc sur un réseau où on conseille les photos en couleur avec du bleu et je vais poster 2200 signes tous les jours alors que tout le monde te dit que personne ne lit les légendes sans... voilà. Donc les légendes longues. Donc évidemment... Quand je dis que j'aime pas l'audace, c'est plutôt que j'aime pas la caricature qu'on fait de l'audace, tu vois. C'est quoi cette caricature ? La caricature de l'audace, c'est un peu... Et quand, en fait, on confond beaucoup l'audace avec une forme de culot, tu vois, de « ah, coup de tête ». On a l'impression que c'est la fameuse caricature du je vais rendre ma copie du bac blanche, qu'est-ce que le culot, je rends ma copie blanche, ou alors, comme je l'évoque, quand tu cherches sur un moteur de recherche d'images, l'audace, c'est toujours quelqu'un qui saute entre deux falaises les yeux fermés. Oui. Bon, cette image-là, pour moi, elle est paralysante et quand tu le vois, on se dit ah ben non, je suis pas du tout audacieux et je suis pas du tout là-dedans. En revanche, ce que j'aime dans la notion d'audace, c'est comment ai-je suffisamment réfléchi, comment j'ai fait suffisamment un scan de ma propre vie pour me dire là, je dois y aller, je dois agir. Parce que si je n'y vais pas et si je n'agis pas, je vais me retrouver dans une situation bien plus inconfortable que la peur que peut générer l'audace. Et si je reprends la métaphore de sauter de l'autre côté de la falaise, bien sûr que quand j'arrive de l'autre côté, je ne sais pas si ça va être bien. Je ne suis pas sûre qu'il y ait la promesse escomptée. Toujours est-il que j'aurai déjà la fierté d'avoir sauté, la possibilité de continuer et d'avancer de l'autre côté. Donc moi, je fais vraiment l'éloge d'une audace réfléchie, tu vois. Et c'était le cas quand j'ai commencé sur Instagram. Moi, je n'avais pas du tout de projet éditorial. Je n'ai jamais travaillé de cette façon-là. C'était juste de me dire, voilà, moi, j'ai ma discipline de tous les matins d'écrire ce qui me traverse. Et du coup, il y a beaucoup de
de conscience et je le dis sans posture et et une forme d'authenticité. Donc c'est pour ça que parfois je me répète, parfois il y a des obsessions, parfois c'est anecdotique, parfois c'est de la philo, parfois c'est autre chose, mais de toujours être lié. Donc certes c'est audacieux parce que c'est un contre-pied, mais en fait c'est très ancré avec voilà, je vais faire ce que j'ai envie de dire. Et le jour où j'aurai plus envie, j'arrêterai. En quoi, pour toi, l'audace se fait sans introspection? Tu en as parlé un tout petit peu, mais j'aimerais bien approfondir. Parce que tu te dis, pourquoi il faudrait avoir fait une introspection d'une manière ou d'une autre pour avoir de l'audace? Parce qu'en fait, je reviens un peu à l'origine, là, pour le coup, philosophique de l'audace. Hein. Et l'origine philosophique de l'audace, on le trouve, les philosophes, on peut parler d'audace. Sauf Kant, qui en parle dans un texte qui s'appelle Qu'est-ce que les Lumières ? Donc il fait référence à la philosophie des Lumières et il répond par sapere aude, ose penser par toi-même. Et le ose, donc, et aude qui a évidemment donné le mot audace. Et le ose, il se pose pas sur une action en tant que telle, il repose sur la pensée. Et on est tous comme ça, et je l'évoquais quand on parlait de la gestion du temps. Il y a plein de choses qu'on fait, et tu l'évoques d'ailleurs dans un des podcasts, il y a 80% des choses qu'on fait par habitude. Oui, bien sûr. Bon, et tant mieux, parce que notre vie est déjà compliquée. C'est ça, c'est suffisamment compliqué comme ça. Donc si, en plus de tout, on devait s'interroger. Toujours est-il que je trouve ça nécessaire parfois, même dans ces habitudes, de prendre justement ce pas de côté et se dire, tiens, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça me correspond toujours ? Tu vois, moi, j'ai toujours ce truc de... Il y a plein de choses qu'on a mis en place, mais peut-être qu'elles sont bonnes à un instant T, mais pas pour toute la vie. Donc, prendre un mouvement de recul et se dire, tiens, est-ce que ça me correspond toujours ? Peut-être que la réponse va être oui et qu'on va le confirmer. Peut-être que la réponse va être non, auquel cas on va se retrouver dans l'inconfort de devoir changer, mais de changer. Peut-être que c'est une question d'ajustement. Et ça paraît idiot, mais ça peut être aussi bien sur notre boulot, sur notre vie professionnelle, que sur notre régime alimentaire, tu vois, que sur nos fréquentations, nos relations. Et donc, c'est seulement quand on a fait cette introspection que s'impose le changement. Donc, c'est pour ça que pour moi, si je te demande, là, Greg, change un truc tout de suite, fais un truc tout de suite audacieux. Peut-être que tu vas te retrouver soit attends, je sais pas quoi faire, ou alors faire un truc que tu vas trouver complètement con 3 secondes après. Oui, tu vois. Très probablement. Alors que si je te dis, écoute, on se voit dans une semaine, réfléchis à un truc audacieux, t'auras pu faire ce travail d'analyse qui fait que, arrivé au moment où vraiment tu devras faire ce geste audacieux, en fait, c'est presque comme si tu n'avais plus le choix de le faire parce que tu auras tellement pensé que tu te diras non là. Et puis ça sera aussi quelque chose qui sera très personnel parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître audacieuses pour moi. Si par exemple j'avais le vertige, ce qui n'est pas le cas, mais je sais pas, monter sur un escabouche, je suis n'importe quoi, mais ça pourrait paraître audacieux. Est-ce que Icare c'était de l'audace ? On connaît tous le mythe d'Icare qui se brûle les ailes évidemment. Oui, justement. En fait, je trouve que l'audace a souvent souffert aussi de sa mythologie. On confond l'audace et l'hubris, tu vois, cette espèce de volonté d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et en fait, là, c'est typiquement l'inverse de ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire quand, tout d'un coup, tu es rattrapé par ton envie d'être audacieux plutôt que ton besoin d'être audacieux. Tu vois, la nécessité d'être audacieux. C'est-à-dire que quand tu as eu une audace vraiment qui répond à une introspection, c'est parce que ça répond à une nécessité de changement dans ta vie. Moi, je suis pas du tout. Par contre, tu vois, je crois que là où c'est plus dangereux, c'est l'obsession du changement. Tu vois, faudrait changer à tout prix parce que il faut toujours aller faire plus. Voler, c'est la loi de Moore. Ouais, mais en fait, peut-être que non, tu vois. Peut-être qu'en fait, on est très bien là. C'est pour ça que je dis, c'est aussi audacieux de se laisser la possibilité de confirmer qu'on n'a pas envie de changer. Ouais, bien sûr. C'est aussi audacieux de renoncer. Je le développe, j'y fais vaguement référence dans le chapitre, mais je pourrais encore plus le développer. Pour moi, l'audace du renoncement, c'est marrant parce que c'est contre-intuitif, parce qu'on a toujours l'impression que l'audace, c'est faire quelque chose. Parfois, l'audace, c'est ne pas faire quelque chose. Donc voilà, c'est toujours agir vers quelque chose qui peut-être nous fait peur, mais qu'on a complètement pensé. C'est marrant, j'ai entendu Trevor Noah, tu vois, Trevor Noah, présentateur sud-africain, mais connu pour son Daily Show US, qui dit en fait, il y a un concept qui est le liming. Et le liming, c'est je me pose avec mes amis et on fait rien.
on discute. Il n'y a pas besoin d'avoir un troisième élément qui est moi, mes amis, plus une expo, activité. un sport, un machin. Non, Ouais. là, en fait, il y a moi, mes amis et rien. Ouais. Et c'est parfait. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé cette idée. Et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui se disent ah bah ouais, c'est tellement cool en fait. Mais et pourtant, tellement. on essaye toujours de remplir, tu vois, on essaie d'optimiser en permanence, notre temps en faisant ci et ça en même temps, en voyant parfois des potes qui se connaissent pas en même temps, juste parce qu'on a besoin d'optimiser. Alors c'est pas la vie de tout le monde, hein, j'en ai bien conscience, mais néanmoins, il y a quand même cette logique d'optimisation permanente, d'avoir son téléphone dans la main en regardant une série, ou enfin voilà. Alors qu'en fait, on a besoin de ce temps. Et surtout qu'on sait que notre cerveau fonctionne de cette façon-là. Oui, de toute façon. Et qu'en plus, notre cerveau est quand même assez monotâche. Donc... Mais ça renvoie à la question de la disponibilité aux choses, tu vois. C'est que c'est pas qu'une question de... C'est pas rentrer en croisade contre l'accélération du temps ou contre l'activité, tu vois. C'est juste dans quelle mesure tu es disponible, dans quelle mesure tu vas avoir une conversation qualitative quand tu vas voir ton ami tout en faisant un autre truc. Donc, soit tu vas pas, mettons, tu vas voir une expo, bah, soit tu vas pas complètement regarder l'expo parce que tu vas être en train de discuter. Auquel cas, bah, effectivement, tu passes à côté peut-être d'une expérience que tu pourrais faire. Soit tu regardes vraiment l'expo, mais dans ce cas-là, tu peux avoir la frustration de te dire, attends, mais tu sais, et on est tous sortis de moments où on a vu des gens en se disant, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Oui, bah rien. Tu vois, en fait, pas grand-chose. T'as vaguement passé en revue, ah, ça va, toi ? Ok, super, tu vois. Mais en fait, rien s'est dit. Rien ne s'est dit. Et je crois que dans cette grande angoisse de manque de sens généralisé, de perte de repères, de l'impression d'être pétrifié, ben, souvent, en fait, c'est plutôt l'expression de « Non, en fait, j'ai pas été disponible aux choses, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il s'est pas passé. » Tu vois, parce que je n'ai pas fait l'expérience. J'ai pas fait l'expérience de la discussion, j'ai pas fait l'expérience de ce paysage, j'ai pas fait l'expérience de quitte à scroller sur mon téléphone, autant le faire totalement. En conscience. Tu vois, non mais en conscience de ok, j'y vais complètement. En fait, c'est marrant parce que quand je t'entends, je me dis les gens parfois ne réalisent pas à quel point ils ne s'émerveillent pas, ils ne regardent pas. Et ça me fait penser, moi qui veux me remettre à la photographie, que en fait quand tu veux faire de la photo, il faut un thème parce que sinon c'est compliqué. Donc ça peut être par exemple le rouge, ça peut être une couleur, ça peut être des types de personnes, ça peut être des types de voitures, ça peut être ce que tu veux. Et en fait quand tu commences à chercher ça, le rouge, des cœurs dans la rue, peu importe ce que c'est, tu vas en voir partout. Parce qu'en fait, tu vas prêter attention. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que quand tu fais cet exercice, tu te rends compte à quel point on prête pas attention aux choses. Parce que sinon, si t'as pas ce besoin, tu les vois pas. De la même manière qu'on crée un monde qui nous ressemble. Tu vois, quand tu as envie d'un enfant ou quand tu en attends un, tu vas avoir des poussettes partout. Partout. Et c'est assez naturel pour notre cerveau de faire ça. Mais c'est hyper intéressant. C'est juste qu'on prête de l'attention à un moment donné sur un sujet. Oui. Et c'est pour ça que je trouvais que, tu vois, autant le sujet de la beauté s'imposait, autant celui de l'émerveillement aussi. Parce que quand tu prends conscience du fait que, oh, tiens, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant, bah, je me suis rendu compte en lisant le chapitre, effectivement, que je m'émerveillais plus. Mais parce qu'en fait, et pourtant, j'ai pas l'impression d'aller mal, mais parce qu'en fait, je suis toujours en train de faire des trucs. Et quand tu commences à remettre cette disponibilité à l'émerveillement, parce que c'est pas un émerveillement forcé, ben, tu te rends compte non seulement effectivement que c'est possible, qu'il y a des sources d'émerveillement autour de toi, tu vois, aussi grandioses ou aussi anodines soient-elles, tu vois, mais en plus, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Parce que comme tu le dis, ben, l'émerveillement, c'est un cercle extrêmement vertueux, parce que quand on commence à s'émerveiller, on a envie de connaître plus, d'en apprendre plus, tu vois, donc de découvrir. Donc ça va être un réflexe de connaissance. On va avoir envie de préserver. Quand tu t'émerveilles face à un paysage, et il y a plein d'études autour de ça, bah en fait, tu as envie de le préserver. Parce que du coup, tu vas avoir envie de te dire non, bah, je vais pas jeter ma poubelle en plein milieu. Donc l'émerveillement est moteur de connaissance, moteur de préservation et en plus moteur d'apaisement, parce que encore une fois, ça te donne l'idée que le monde regorge de curiosité et de choses jolies. Et puis c'est aussi, c'est presque vibratoire, tu vois, quand tu t'émerveilles, il y a l'émotion immédiatement qui te submerge et qu'est-ce que c'est bon comme sensation. T'as parlé d'amitié tout à l'heure. Et pour moi, l'amitié, c'est un des grands piliers de la vie. Les relations, de manière générale, en fait, finalement, ta tribu, ta communauté.
Tu vois, si on revient à des trucs très grégaires. Pour toi, c'est quoi la place de l'amitié dans ta vie, mais aussi de manière générale, la place que tu veux y donner dans ton livre? J'avais vraiment envie d'y consacrer un chapitre parce que je crois que l'amitié est cette espèce de ressource de réconfort. Autant, tu vois, les premières notions, comme la beauté, comme l'audace, comme l'émerveillement, peuvent être des notions individuelles, comme je l'évoquais, c'est-à-dire que tu peux être seul et c'est important de se dire, tu vois, que ce réconfort vient de toi, t'as pas besoin des autres. Autant, je crois que construire des relations où tu as l'espace, justement, de déposer ton chagrin, parce que quand même, l'idée de l'amitié comme source de réconfort, c'est quand tu as la possibilité, tu vois, de juste arriver en déposant ta peine, en déposant ton chagrin. Et il n'y a pas tant de gens que ça, généralement, dans la vie où on a cette possibilité-là. C'est extrêmement précieux. Parce qu'il s'est aussi accepté que soi-même, on ne peut pas être auto-réconfort en permanence. C'est vrai. Et par ailleurs, une chose que je vais dire, c'est que quand quelqu'un fait ça, il n'attend pas nécessairement... Je me suis rendu compte de ça dernièrement, mais il n'attend pas nécessairement une réponse. Ah, mais pas Parce du qu'en tout. fait, parfois, quand quelqu'un vient avec un sujet, tu as tendance à vouloir lui apporter une réponse, alors qu'en fait, tu n'en as pas nécessairement. Et au contraire, et ce que j'essaye de développer dans ce chapitre, tu vois, dans les différentes formes possibles d'amitié, parce qu'il n'y a pas une amitié figée, d'ailleurs, il n'y a pas une régularité, enfin, tu vois, on se voit tant, on fait telle ou telle chose. Non, il y a des formes, et parfois c'est même étonnant, d'ailleurs, de voir... quels sont les individus qu'on nomme amis. C'est pas forcément des gens qu'on voit dans la quotidienneté. Il n'y a pas une norme, tu vois, relationnelle. C'est juste la possibilité d'avoir tissé en fait ce quelque chose qui me permet à certains moments de ma vie, voilà, d'avoir tout d'un coup cet espace disponible d'existence, de qui je suis. Et comme tu le décris, j'attends pas nécessairement un conseil, une attitude, une réponse en fait. J'attends une forme aiguë de confiance, d'être avec l'autre tel que je suis, dans un respect et dans une écoute pleine. C'est quoi la position de l'autre chez Aristote ? Parce que tu en parles et je trouvais ça intéressant. Oui, alors en fait, quand j'ai écrit ce chapitre, j'avais envie, il y avait, dans le chapitre sur l'amitié, j'avais envie d'évoquer plusieurs auteurs, parce que c'est pour le coup un sujet vraiment philosophique. Alors, il y avait Aristote, il y avait Platon, il y avait aussi Lévinas. En fait, je me posais la question de qui est l'autre. Parce que l'ami... n'est pas nécessairement, et aujourd'hui, c'est amusant d'ailleurs, parce que quand on en parle avec des adolescents notamment, il y a souvent la recherche de l'ami qui me ressemble, qui va être une confirmation en fait de mon identité. Et pourtant, il y a cette idée philosophiquement, et peut-être que toi tu l'as perçu d'ailleurs dans tes relations, dans tes amitiés, il y a l'idée aussi de l'ami qui est une altérité, qui est un autre, définitivement autre. Et c'est bien parce qu'il est définitivement autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points communs, mais parce que tout d'un coup, il va m'apporter un autre regard, une autre réponse, une autre vie, une autre existence, en fait, que ce lien se tisse. Donc, j'aimais aussi développer, dans tous les regards philosophiques, cet éloge de c'est quand même génial d'avoir quelqu'un qui n'est pas moi et avec qui pourtant je chemine. C'est très bouleversant. Et... En fait, c'est hyper beau et en même temps, je me dis... ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent derrière leurs écrans, qui parfois privilégient de regarder une série plutôt que de sortir. Et plus tu vieillis, plus finalement tu es seul. Et en fait, je pense que cette solitude, c'est un grand mal dans une société qui est liée aux écrans dont on parlait au tout début. Et je ne sais pas comment aider les gens à casser ça, tu vois, d'une certaine manière. Mais tu sais, parce que je pense qu'au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, mais c'est aussi pour ça que le thème du réconfort s'imposait pour moi, c'est qu'on est quand même dans la société du découragement et de la flemme. En fait, je pense que, tu vois, il y a cette idée de se dire attends, j'ai pas envie de faire l'effort. Parce que, bien sûr que, tu vois, autant c'est trouver ce juste milieu arbitrer entre non, là, je dois respecter mes besoins, et là, non, mais en fait, c'est pas mes besoins que j'écoute, c'est un sentiment de c'est vain, ça va servir à rien. Donc c'est trouver ce juste milieu et accepter de faire l'expérience des choses, et donc de faire l'expérience d'aller boire un café, de faire l'expérience de rencontrer l'autre.
Et de se dire profondément, et c'est pour ça que moi, dans les réflexions pédagogiques, j'adore mettre les enfants face à des expériences, tu vois, face à de l'expérimentation, pour qu'ils retrouvent cette possibilité de se dire, quand on expérimente quelque chose, il se passe toujours des choses qu'on n'avait pas prévues et qui pourtant vont nous apporter. Ne pas être dans une vision juste de de l'utilité. Je vais voir quelqu'un parce que c'est utile. Donc, c'est ça qui est difficile dans la vie d'adulte, parce que comme on est tous épuisés, parce qu'on n'a pas assez de sommeil, comme on est tous épuisés et comme on est tous dans de l'accélération et dans un faire permanent, on est un peu, on se retrouve dans une espèce de flemme, dans une espèce de lassitude où on n'a plus d'espace possible pour des expériences qui néanmoins pourraient nous apporter. On cherche moins de friction. Exactement. Totalement. Mais c'est vraiment ça. Ouais. Tu parles du rire, nous on rigole beaucoup. Moi je rigole beaucoup. Ouais. Toi aussi. Effectivement. C'est quoi la place du rire et comment... En fait, moi j'ai l'impression, en vieillissant, que je joue beaucoup moins. C'est une certitude. Ouais. Est-ce que je trouve ça assez triste d'ailleurs que je joue si peu. Où est-ce qu'on trouve des sources pour rire ? Non, mais c'est impressionnant ce que tu décris. Hein. Les statistiques le montrent, plus on vieillit, plus on grandit, j'allais dire, moins on rit. Alors même que les vertus du rire, alors il y en a plein, il y a même beaucoup de vertus physiologiques, hein, je l'évoque un peu, mais parce que là aussi on est vraiment dans du thérapeutique pur, organiquement ça nous fait quelque chose le rire. C'est aussi parce que comment on rétablit le rire qui n'est pas du cynisme et qui n'est pas de la moquerie. La difficulté, c'est que souvent dans notre société, on a associé le rire à en fait je me moque de l'autre. Alors que j'essaye de mettre en avant, en tout cas dans ce chapitre, le rire de l'absurde, en fait, le rire du décalage, le rire de « Ah tiens, ça me fait voir une signification à laquelle je ne m'attendais pas ». Et ça, je trouve ça absolument fantastique quand on arrive à faire ça. Donc c'est l'humour aussi bien des jeux de mots que de l'inattendu, que de ce qu'il y a de cocasse dans nos vies. Donc comment on réancre le rire ? Bien encore une fois, alors aussi bien effectivement à travers de la fiction et à travers, retourner et revaloriser en fait l'humour plus que le drame, parce que ça c'est une chose importante, notamment il y a des articles assez intéressants. Aujourd'hui on voit que la consommation de séries se trouve plus vers des séries dramatiques que vers des séries humoristiques. Alors je parle pas uniquement du simple divertissement, tu vois, mais le rire en tant que tel. Et aussi avoir ce regard d'espièglerie sur sa vie. De temps en temps, et ça nous arrive, oui, je pense, tous, de se retrouver dans des situations où on hésite entre pleurer ou rire, parce qu'on est mal à l'aise, parce qu'on est gêné, parce que c'est cocasse, et renouer avec ce... Non mais en fait c'est pas grave, c'est drôle, tu vois, de faire une gaffe, de se planter sur un truc, de... Remettons un peu de légèreté et cette puissance de l'espièglerie qui tout d'un coup te rebooste là pour le coup automatiquement. Et ce qui est génial aussi avec le rire, c'est que c'est communicatif, c'est-à-dire qu'en fait quand les gens rient, ça te fait rire. J'ai un ami qui a créé c'est des workshops de rire en fait finalement, donc génial. Il vient et il te fait rire et en fait au bout d'un moment tout le monde rigole au début tu peux te forcer potentiellement, mais en fait à la fin tout le monde rigole de plein, comment on appelle ça, de plein cœur, on dit ça comme ça. Oui, mais parce qu'en fait il paraît que notre cerveau fait pas la différence entre un rire forcé et un rire naturel, donc au bout d'un moment on se met dans un état de rire, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et tu vois, au même titre que évidemment, quand on partage des moments très durs ensemble, c'est très marquant. Mais je pense qu'on a, à l'inverse, tous le souvenir de fous rires partagés avec certaines personnes qui nous marquent pour la vie. Parce que c'est un terreau commun qui est quand même extraordinaire. C'est incroyable parce que, quelque part, on a tous besoin de rire. On a du mal, parfois certaines personnes ont du mal à y accéder. Moi, j'avoue que j'ai le rire assez facile. Je pense qu'il y a 7 ans d'épisodes pour se rendre compte que je rigole parfois même sur des sujets un peu tragiques. Pas que je rigole des sujets tragiques, mais c'est juste la phrase ou ma manière d'être, finalement. Mais parfois, c'est pas accessible pour tout le monde, ce rire. Et je sais pas s'il y a un conseil ou s'il y a un truc que tu as vu en philo qui permet d'accéder au rire, mais...
En fait, en tout cas, c'est dégager le rire du ridicule. C'est-à-dire ne pas se sentir ridicule parce qu'on rit, tu vois, ne pas se sentir déplacé. Même quand on n'aime pas son rire. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le rire. Et tu sais, en fait, oui, mais en fait, il n'y a rien de plus charmant qu'un rire étrange. Donc, au contraire, j'incite les gens qui ont des rires particuliers à en faire profiter parce que c'est extrêmement charmant. Non, mais en fait, tu sais, il y a eu tellement de condamnations dans l'histoire de la pensée du rire. Tu sais, au Moyen-Âge, on disait le rire du diable. Hein. C'était vraiment le rire associé à une forme de folie, tu vois, une forme de démence, à une forme de quelque chose qu'on doit mettre de côté. Réhabiliter, en fait, juste sa puissance et sa vertu, en fait. Donc, ne pas se sentir ridicule, je crois que c'est important. On va devoir s'arrêter parce que on a trop discuté. En fait, pour vous donner les dessous du truc, on a tellement discuté avec Marie qu'on n'a pas on a été disponibles l'un à l'autre. Et en fait, on a laissé complètement le temps passer. Et du coup, mais en fait, il est tard. Bref, donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci si vous êtes toi. Intéressé par tous ces sujets, il y a son livre qui vient de sortir et qui va vous permettre de vous apporter du réconfort, ou en tout cas de trouver une forme de réconfort, on peut dire ça. Merci beaucoup. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Écoute, je voudrais claquer la porte à l'idée que notre rapport au monde doit être un rapport justement de performance, d'urgence, d'aridité. Je crois que ce réconfort, il faut qu'on en fasse notre révolution. Tous, tu vois. Non seulement nous réconforter nous-mêmes pour être un peu plus supportables pour les autres, et aussi apprendre à nous réconforter les uns les autres, tu vois. Être dans cette espèce de geste de dire, OK, comment je peux t'aider ? Comment je peux être là pour toi ? Tu vois, sincère et profonde. Et je pense que si on y arrive tous, il peut se passer. On a vraiment très besoin de ça. Très clairement. Merci en tout cas, Merci Greg. Beaucoup à toi. Merci beaucoup. À plus. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.